Salut à tous et bienvenue à cette première capsule vidéo sur le cours Apprivoiser les mathématiques en terminale D. Nous commençons avec le premier chapitre, les nombres complexes, qui est jalonné sur 4 modules, à savoir l'introduction, les formes d'un nombre complexe pour le premier module, la résolution d'équations pour le deuxième, l'interprétation géométrique pour le troisième et le dernier, la caractérisation d'ensemble de points. Alors, nous commençons avec le premier module. Si c'est votre première fois d'entendre le mot nombre complexe, peut-être vous aurez tendance à croire que nombre complexe égale à nombre compliqué, mais ce n'est pas le cas. C'est loin d'être le cas, donc rassurez-vous. Et les nombres complexes fait partie des ensembles de nombres mathématiques que vous avez vu depuis le secondaire, depuis le début du secondaire. D'abord, vous avez vu premièrement l'ensemble des entiers naturels. Les entiers naturels, c'est tous les entiers qui s'écrivent sans virgule et positif. Et le nom de l'ensemble, c'est l'ensemble grand N. Ensemble des entiers naturels. Et en exemple, l'ensemble des entiers naturels est, on a 0, 1, 2, 3, ainsi de suite, ainsi de suite. Et après cet ensemble, il y a l'ensemble des entiers relatifs. Les entiers relatifs, c'est comme les entiers naturels, sauf que ce sont des entiers qui portent des signes. Ça peut être un signe positif ou un signe négatif. Donc c'est pour ça l'ensemble Z, ensemble des entiers relatifs. Et un exemple, c'est juste une transposition des entiers naturels, mais avec des signes. Donc on peut avoir ici moins 3, moins 2, moins 1, 0, et plus 1. Comme c'est plus, on n'a pas besoin de mettre le plus. 1, 2, 3, ainsi de suite. Et après cet ensemble, là maintenant, il y a l'ensemble des entiers qui portent des virgules, c'est-à-dire les décimaux. Et le premier ensemble, c'est l'ensemble grand D. Ensemble des nombres décimaux. L'ensemble grand D concerne tous les nombres à virgule, mais qui ont un nombre fini de virgule, parce qu'il y a des nombres mathématiques qui n'ont pas une limite de chiffres après la virgule. Donc, fait que l'ensemble des nombres décimaux, ça concerne uniquement les décimaux qui ont un nombre fini de chiffres après la virgule. Par exemple, on a 0,5, 0,2, 0,13, ainsi de suite, ainsi de suite. Et un autre ensemble qui concerne les décimaux encore, mais sauf que là c'est l'ensemble grand Q. L'ensemble grand Q, c'est l'ensemble des rationnels là. L'ensemble des rationnels, c'est un ensemble de nombres décimaux, mais ce sont des nombres décimaux qu'on est capable de représenter sous forme de quotient de deux entiers relatifs, c'est-à-dire sous la forme A sur B. En exemple, on a 1 demi, 3 quarts, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a les ensembles des rationnels, tout simplement parce qu'il y a un ensemble des irrationnels. Les irrationnels, ce sont les nombres qu'on ne peut pas représenter sous forme de quotient. Par exemple, racine de 2, on ne peut pas le représenter sous forme de quotient parce qu'on n'aura jamais un chiffre, un nombre limité de chiffres après la virgule. Ou bien E exponentiel. On ne peut pas le représenter sous forme de quotient. Après cet ensemble, il y a un autre ensemble qui englobe tous les ensembles qu'on vient de citer, que ce soit l'ensemble N, l'ensemble Z, l'ensemble D, l'ensemble Q. Et cet ensemble, c'est l'ensemble grand R, que vous avez vu sûrement. L'ensemble grand R, c'est l'ensemble des nombres réels.
Et les nombres réels, ça inclut les entiers positifs, les entiers négatifs, et les décimaux, les rationnels, les irrationnels. Et ça inclut vraiment pas mal de nombres mathématiques. Donc en exemple, on a 1, 2, 3, on a 2 tiers, on a E, on a racine de 2, on a pi, etc., etc. Et après cet ensemble, vient maintenant un nouvel ensemble que nous allons voir tout à l'heure. Et ça concerne les nombres complexes. Alors, pourquoi les nombres complexes? En vous basant sur vos cours précédents, vous avez sûrement appris que la racine carrée de moins 1 n'existe pas. Donc, on ne peut pas trouver la racine carrée d'un nombre négatif. Mais avec les nombres complexes, cette idée selon laquelle la racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas vient de tomber à l'eau. Parce que le nombre complexe est fondamentalement basé sur le nombre i. Et le nombre i est égal à racine carrée de moins 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on élève i au carré, on trouve moins 1. I au carré égale à moins 1. Donc à partir de maintenant, si on vous dit que racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas, il faudra poser la personne la question de savoir on se trouve sur quel référentiel, c'est sur quel ensemble, c'est l'ensemble des entiers naturels, l'ensemble des nombres réels, ou c'est quel ensemble? Parce que si c'est le nouvel ensemble qu'on vient de voir tout de suite, ça existe bel et bien. Et cet ensemble, c'est l'ensemble grand C, qui est l'ensemble des nombres complexes. Comme je le disais au départ, un nombre complexe ne veut pas dire nombre compliqué, c'est juste vraiment un terme pour parler du nombre i. I, parce que imaginaire, parce que c'est imaginaire. Donc après cette brève introduction des nombres complexes, nous allons passer à l'étape suivante, à savoir les différentes formes qui existent pour représenter un nombre complexe. On peut représenter un nombre complexe de plusieurs manières. Il y a fondamentalement 3 manières de représenter un nombre complexe. Donc, la forme d'un nombre complexe. La première manière de représenter un nombre complexe s'appelle la forme algébrique. Et là, on va supposer 2 lettres A et B, éléments de R au carré, c'est-à-dire de A et B sont des entiers réels, des nombres réels, et soit Z un nombre complexe. Pour représenter Z sous forme algébrique en utilisant les 2 entiers réels, on écrira Z sous la forme Z égale à Z égale à A plus IB. En ce moment ici, le A s'écrit RE de Z, c'est-à-dire la partie réelle de Z. La partie réelle de Z. Et B la partie imaginaire.
pour ne pas vraiment se casser la tête avec cette histoire de partie réelle, partie imaginaire, une astuce vraiment qui est très simple est que la partie réelle, c'est la partie où il n'y a pas de i. Donc i égale à imaginaire. Donc la partie où il n'y a pas de i, et quand on prend z égale à a plus ib, on voit que le a ne porte pas de i, il n'y a pas de i là-dedans. Donc c'est la partie réelle. Et l'autre partie, on a i et b. On a b et i qui sont côte à côte, donc c'est la partie imaginaire du nombre complexe. Une fois que ça c'est clair, on peut donner quelques exemples de formes algébriques. Z1 égale à 3 plus i. En ce moment, comme je le disais tantôt, la partie réelle, c'est la partie où il n'y a pas de i, et la partie imaginaire, c'est la partie qui porte le i. Et quand on divise cette somme en deux, on a une première partie ici et une deuxième partie ici. La première partie, on a 3, il n'y a pas de i, donc la partie réelle de Z1 égale à 3. Et la deuxième partie, i, c'est comme si c'était égal à 1i, donc c'est 1. On prend un autre exemple, Z2 égale à 3 quarts plus 1 demi i. Ici on a la partie réelle, Z2 ça fait 3 quarts, et la partie imaginaire, ça fait 1 demi. Après avoir vu la forme algébrique, comme je le disais tantôt, on a 3 manières de représenter un nombre complexe. La deuxième manière serait de passer par la forme trigonométrique. Forme trigonométrique. Pour la forme trigonométrique, nous retenons toujours nos deux réels a et b, éléments de r carré, et soit un angle θ, qui est un argument de z, et soit r, qui est le module de z. Ok. Avant de donner la forme trigonométrique, nous allons expliquer qu'est-ce qu'est un argument d'un nombre, que veut dire argument d'un nombre complexe, que veut dire module d'un nombre complexe. On peut représenter un nombre complexe sous forme graphique. Nous allons passer par la forme graphique, ça sera plus simple d'expliquer ce qui veut dire le module et puis l'argument. La partie réelle est toujours sur l'axe des abscisses. Ici, on a la partie réelle du nombre complexe. Et ici, la partie imaginaire. Si j'ai 1 ici, 2 ici, 1 ici, 2 ici. Et je vais représenter le nombre complexe z égale à 2 plus 2i. Pour représenter le nombre complexe z égale à 2 plus 2i, je prends ici la partie réelle. La partie réelle c'est 2, donc je mets le point 2 ici. Et la partie imaginaire c'est 2 aussi, donc 2 ici. L'intersection, ça me donne le point, il est là. Et maintenant je fais un vecteur qui quitte l'origine. Ça représente mon z. Avec la partie réelle ici. Et la partie imaginaire de z. L'argument ici, c'est l'angle qui existe entre l'axe des abscisses et le vecteur qui représente le nombre complexe. Donc c'est ça qui est l'argument au fait. On va nommer ça θ. θ égale à argument de z. Et le module
Le module, c'est assez simple. C'est comme le module d'un vecteur, au fait. Généralement, quand on a un vecteur AB par exemple, le module de AB est égal à la distance AB. Donc ici, ce n'est rien d'autre que la distance du vecteur qui représente le nombre complexe Z. Donc le module de Z, c'est égal à cette distance qu'on va nommer OM par exemple. Donc module, ça s'écrit sous forme de comme valeur absolue, égale à la distance OM. Et la distance OM, vous avez vu comment calculer la distance d'un vecteur. Ça fait la racine carrée de sa partie de son x au carré plus son y au carré. Ici le x au carré c'est la partie réelle. Et le y c'est la partie imaginaire. Donc ça revient à r e au carré plus imaginaire au carré. Donc si on revient sur notre forme trigonométrique, pour représenter un vecteur, un nombre complexe sous forme trigonométrique, ça s'écrit de la sorte: Z est égal à R cosinus θ plus I sinus θ. Avec ici R égale à module de Z, c'est-à-dire comme une valeur absolue de Z, et θ est égal à argument de Z. Et ça s'écrit symboliquement arg de Z. Et l'argument de Z ici, et l'argument de Z θ ici, avec les formules trigonométriques, si on regarde ici, on verra que le cosinus de θ égale à la partie adjacente, c'est-à-dire cette partie-là. Donc cosinus θ est égal à la partie adjacente qui est R, partie réelle RE, divisé par l'hypoténuse qui est la distance OM, donc qui revient à module de Z. Et le sinus est le côté opposé, donc la partie imaginaire sur le module de Z. Donc ça c'est vraiment la méthode pour trouver l'angle θ. Et une fois qu'on a les fractions, les quotients RE sur module de Z et la combinaison de cosinus et sinus, on peut trouver l'angle réel qui existe entre le vecteur qui représente le nombre complexe et puis l'axe des abscisses ou l'axe des ordonnées. Pour les exemples, nous allons laisser à la fin pour que ce soit vraiment assez bien clair pour donner des exemples sur les formes trigonométriques. La dernière manière de représenter un nombre complexe, c'est la forme exponentielle, qui est le cousin en quelque sorte de la forme trigonométrique, parce que les deux vont ensemble. Forme exponentielle. En ce moment, on écrit Z sous la forme Z est égal à R expo I θ. Avec toujours les mêmes définitions, R égale à module de Z, θ égale à argument de Z. La seule différence seulement, c'est que la partie trigonométrique, trigo, on a un cosinus θ plus un I sin θ. C'est comme si on remplace ça par E, I θ, trigo, expo. Expo à cause du expo qui est là bien sûr. Donc c'est vraiment, c'est pour ça que je dis c'est le cousin de la forme trigonométrique. Une fois qu'on a la forme trigonométrique, on peut trouver facilement la forme exponentielle. Et une fois qu'on a la forme exponentielle, on peut trouver facilement la forme trigonométrique. Donc c'est ça. Après avoir déterminé les trois manières de représenter
un nombre complexe, la forme algébrique, la forme trigonométrique, la forme exponentielle. Nous allons voir comment montrer que deux nombres complexes, comment comparer des nombres complexes, comment montrer que deux nombres complexes sont égaux, comment montrer qu'ils sont différents ou prouver l'égalité des deux nombres complexes. Donc, égalité de deux nombres complexes. Pour ça, nous allons aller avec la forme algébrique. Nous allons faire cette démonstration en utilisant la forme algébrique. Et pour cela, nous prenons deux nombres complexes, à savoir z qui est égal à a plus ib et z' qui est égal à a' plus ib'. Donc, quand on prend deux nombres complexes comme ça différents, on peut dire que les deux nombres complexes sont égaux si et seulement si leurs modules sont égaux, c'est-à-dire R égale à R', avec R pour le module de Z et R' pour le module de Z', et aussi leur argument θ égale à θ' plus 2 capi, avec K bien sûr élément de l'ensemble des entiers relatifs. Donc en gros, pour démontrer que deux nombres complexes sont égaux, il faut déterminer leur module. C'est-à-dire on calcule séparément le module de chacun des nombres complexes et après on compare les deux modules. Une fois que les deux modules sont différents, on peut déjà conclure que les deux ne sont pas égaux. Donc il faut nécessairement que leurs modules soient égaux et ensuite aussi ils doivent avoir un même angle. Mais comme vous savez que les angles sont périodiques de période 2π, c'est pour ça que ça doit être soit égal à θ égale à θ' ou θ égale à θ' plus 2 capi. Et on peut passer aussi par la forme exponentielle pour démontrer que deux nombres complexes sont égaux. Et là encore, on prend soit z égale à r expo iθ et z' égale à r' expo iθ'. Là aussi, quelle que soit la forme, ça n'a pas changé les règles. C'est comme la première démonstration. Z égale à Z', si et seulement si R égale à R' et θ égale à θ' plus 2 capi, avec K éléments des ensembles des entiers relatifs. Donc ceci conclut la démonstration de l'égalité entre deux nombres complexes. Après cette partie, nous voyons le conjugué d'un nombre complexe. Qui veut dire conjugué d'un nombre complexe? Conjugué, mais c'est pas conjugaison, pas du tout. Conjugué d'un nombre complexe. Conjugué d'un nombre complexe, c'est une manière de représenter un nombre complexe. C'est comme quand on te demande, quand on vous demande quel est l'opposé. Par exemple, on vous donne un chiffre, 13. Quel est l'opposé de 13? L'opposé de 13, c'est moins 13. Et on vous donne 14. Quel est l'inverse de 14? L'inverse de 14, c'est un 14e. Et pour les nombres complexes, on ne va pas parler d'opposé ni d'inverse. Bon, on peut demander l'opposé, mais ce n'est pas vraiment spécifique au nombre complexe. Mais on peut demander quel est le conjugué d'un nombre complexe. Et là, en ce moment, il y a une manière aussi de représenter. Et cette façon de dire, de représenter le nombre complexe, au fait. Donc, soit Z, un nombre complexe. Z bar est appelé conjugué de Z. Donc c'est Z bar qui est, si vous voyez un nombre complexe, bien sûr, un nombre complexe, un Z qui porte un trait horizontal comme un chapeau,
ben, c'est le conjugué de ce nombre complexe. Donc c'est la représentation symbolique du conjugué d'un nombre complexe. Et maintenant, si on dit z égale à a plus ib, cela implique que z bar est égal à a moins, ce moins là il est vraiment important, c'est pour ça que je le mets en rouge, moins ib. Là ici on aura tendance à croire que c'est l'opposé de z. Non, mais c'est pas l'opposé, c'est vraiment l'opposé du nombre complexe et l'opposé de la partie imaginaire et non l'opposé de toute la partie au fait, parce qu'il y a deux parties, partie imaginaire et partie réelle. Partie réelle ne change pas, c'est juste la partie imaginaire qui est affectée d'un signe opposé. Ça veut dire si c'était moins ça devient plus, si c'était plus ça devient moins. Donc en gros c'est comme si on disait que le conjugué de z c'est égal à la partie réelle moins i fois la partie imaginaire de z. Et si on applique cette formule, la partie réelle de z ici c'est a, moins i ici la partie imaginaire de z c'est b. Donc ça va donner a moins ib, ce qui va donner ça. Donc en termes simples, le conjugué de z, on garde la partie réelle ne change pas, mais la partie imaginaire devient l'opposé au fait. Et sous forme exponentielle, si on a z qui est égal à r i θ, z bar, c'est-à-dire conjugué de z, sera égal à r expo moins i θ. À présent, nous allons voir les différentes propriétés autour du conjugué d'un nombre complexe. Donc, soit z élément de C, la première propriété c'est z plus z bar est égal à 2 fois partie réelle de z. Comme je le disais tantôt, si z égale à comme ça, réel plus i imaginaire, et z bar égale à réel moins i imaginaire. Si on fait la somme des deux, ça va nous donner réel plus réel, ça fait 2 réel. Imaginaire moins imaginaire, ça va donner 0 plus 0. Donc ce qui va donner 2 réel z, ce qui donne la propriété qui est là. Et la deuxième propriété, z moins z bar est égal à 2 fois imaginaire de z. Si on reprend le même exemple en haut, on a z égale à re plus i imaginaire, z bar qui est égal à re moins i imaginaire. Si on fait ça moins ça, ça va donner re moins re, ça fait 0. I imaginaire moins i imaginaire, moins fois moins ça donne plus, donc ça donne 2 fois i. Deux fois i imaginaire. Donc z moins z bar. S'il y a un i qui manque, ouais. Et la troisième propriété, z multiplié par z bar donne le module de z au carré. Prenons notre exemple toujours, z égale à re plus i imaginaire, z bar égale à re moins i imaginaire. Si on fait ça fois ça, ça va donner re plus i imaginaire multiplié par re moins i imaginaire. Et là c'est une identité remarquable, a plus b, facteur de a moins b, ça fait a carré moins b au carré, donc ça va donner ici re carré moins b au carré, donc moins i
fois I imaginaire, le tout au carré, ce qui va donner ici RE carré moins I. I au carré, ça fait moins 1. On va aller étape par étape pour ne pas embrouiller. Donc ça va donner ici I au carré, imaginaire aussi au carré. Et ça va donner RE carré moins I au carré, ça fait moins 1. Donc moins 1, imaginaire au carré. Moins 1, moins 1, ça fait plus. Donc ça va donner RE au carré plus imaginaire au carré. Et ça, c'est comme si c'était égal à... Ça revient à écrire racine carrée de RE au carré plus imaginaire au carré, le tout au carré. C'est pour ça que c'est égal à module de Z, le tout au carré. Parce que ça, ce n'est rien d'autre que le module de Z. On l'avait vu ici. Ici, le module de Z, voici ça. RE au carré plus imaginaire au carré. Racine sur la racine, ce qui va donner le module de Z au carré. Après cette propriété, la propriété suivante est le module de 1 sur Z, c'est-à-dire 1 sur Z, le tout bar est égal à 1 sur Z bar. Parce que 1, comme je le disais au tout début, la partie imaginaire, c'est la partie qui porte de I. Quand on prend 1, ce n'est pas un nombre complexe parce qu'il n'y a pas de partie imaginaire. Donc, ça revient à... Alors que le conjugué d'un nombre complexe, ça affecte uniquement la partie imaginaire. Comme il n'y a pas de partie imaginaire, on n'a pas besoin de mettre conjugué là-dedans. Donc, ça revient à dire que 1 sur Z, le tout bar, c'est égal à 1 sur Z bar, tout simplement. Et l'autre propriété, Zn, le tout bar égale à Z bar, le tout à la puissance n. Ça aussi, c'est assez clair. C'est comme si on dit Z au carré bar, c'est égal à Z bar, le tout au carré. Ça, c'est juste un exemple de ça. Et l'autre propriété, Z plus Z prime, le tout bar, c'est égal à Z bar plus Z prime bar. Ensuite, Z fois Z prime, le tout bar, c'est égal à Z bar multiplié par Z prime bar. Et la dernière propriété concernant les nombres conjugués, Z sur Z prime bar, le tout bar bien sûr, c'est égal à Z bar divisé par Z prime bar. Donc après avoir vu les nombres conjugués d'un nombre, les conjugués d'un nombre complexe, nous allons voir plus en détail ce que c'est que le module d'un nombre complexe. C'est vrai qu'on l'a déjà débuté au tout début, mais nous allons revenir là-dessus et puis donner une explication plus approfondie du module d'un nombre complexe. Comme je le disais tantôt, pour mieux comprendre le module d'un nombre complexe, on représente le nombre complexe sous forme graphique. On a ici la partie réelle qui est A, ici la partie imaginaire qui est B, et O ici, M ici. Le module de Z n'est rien d'autre que la distance OM, et cette distance est égale à la racine carrée de l'abscisse au carré, donc A au carré, plus l'ordonnée au carré. Donc ça, c'est le module d'un nombre complexe. C'est vraiment juste la longueur du vecteur qui représente le nombre complexe. On va écrire ici avec Z égale à A plus IB. Ok, là nous allons voir aussi les propriétés qui s'appliquent au module d'un nombre complexe comme nous l'avons vu pour le conjugué d'un nombre complexe. Le module d'un nombre complexe, la première propriété, module de Z égale à 0 implique que Z égale à 0. Donc si on dit que le module d'un nombre complexe égale à 0, c'est que ce nombre complexe égale à 0. Parce qu'à part ça, il n'y a pas d'autre possibilité. Deuxième propriété,
module de moins z égale à module de z. Parce que c'est comme si on dit racine carrée de valeur absolue de moins a, c'est égal à valeur absolue de a. Parce que ici, les modules, c'est comme une valeur absolue, entre guillemets, au fait, d'un nombre complexe. Et l'autre propriété, module de z bar égale à module de z. Donc, le module d'un nombre complexe est égal au module de son conjugué. Ça, ici, ça représente son conjugué. Pour ceux qui n'ont pas encore assimilé ces termes conjugués de z. L'autre propriété, le module de z fois z', c'est égal à module de z fois module de z'. C'est comme si on dit valeur absolue de a fois b, c'est égal à valeur absolue de a fois valeur absolue de b. Ensuite, le module de z sur z', c'est égal au module de z divisé par le module de z'. Ben, toutes ces formules-là seront vraiment récapitulées dans une fiche de résumé, au fait, une fiche comme aide-mémoire qui va vous permettre d'avoir l'essentiel au fait du cours et puis assimiler les formules facilement. Donc, il n'y a pas de souci si vous trouvez que c'est assez rapide pour assimiler tout ça. Ne vous inquiétez pas, il y aura un document PDF résumé de toutes ces formules et de toutes ces propriétés. Avec bien sûr z' différent de 0. Parce que ben, si c'est égal à 0, on ne peut pas diviser 0. Ben, un nombre divisé par 0, c'est pas possible. Donc il faut que le z qui est en bas ici soit différent de 0. L'autre propriété, c'est module de z puissance n, c'est égal au module de z puissance n. Avec n, élément des entiers relatifs z. Et la dernière propriété, ça s'appelle l'inégalité triangulaire z plus z' est inférieur ou égal à module de z plus module de z'. Ça, c'est l'inégalité triangulaire. Plus loin qu'on va aller dans les études de fonctions, on va voir encore cette inégalité. Donc, ça ne s'applique pas seulement aux nombres complexes. Inégalité triangulaire. Parce que là, c'est comme si on a genre comme l'hypoténuse et puis les deux côtés. L'hypoténuse doit être toujours inférieure au fait, le module au fait, inférieur ou égal au module de chaque côté. Donc, voilà tout pour le module d'un nombre complexe. Après ça, nous passons aux arguments. Arguments d'un nombre complexe. Et là, les arguments, c'est toujours la même histoire avec les modules. On a notre vecteur qui représente notre nombre complexe favori z, avec z égale à a plus ib. Donc on a a ici, on a b ici, et l'argument ici, c'est l'angle qui est là. Donc θ est égal à argument de z, avec cosinus θ est égal à a divisé par racine de a carré plus b au carré, et sinus θ b divisé par racine de a carré plus b au carré. Et là, nous allons passer aux propriétés qui s'appliquent aussi aux arguments d'un nombre complexe. La première propriété, c'est que l'argument de z multiplié par z', c'est là il faut faire attention avec les nombres complexes. Là, ce n'est pas argument de z multiplié par argument de z'. Là, ça devient autre chose. C'est égal à argument de z plus argument de z'. Donc, vraiment, il faut faire attention avec les propriétés des arguments et les propriétés des modules d'un nombre complexe. Et argument de z divisé par z'. Ici aussi encore, c'est différent. C'est argument de z moins argument de z'. Ensuite, argument de 1 sur z, c'est égal à, parce que argument de 1 c'est égal à 0, c'est un nombre complexe, donc
il n'y a pas d'angle, c'est 0. Donc 0, on peut le laisser comme ça. Donc ça revient à moins argument de z. Et la dernière propriété, z puissance n, c'est égal à n multiplié par argument de z. Et là, ça clôt les propriétés sur les arguments. Là, nous sommes à la dernière partie de ce module, le module 1, sur les nombres complexes, qui concerne la linéarisation. La linéarisation. Alors, quel est l'objectif de la linéarisation? La linéarisation, ça permet d'écrire, de représenter d'une autre manière des nombres complexes, et puis aussi de faciliter la résolution d'équations complexes. Et nous allons débuter avec la formule d'Euler. La formule d'Euler stipule que pour tout θ, θ c'est l'argument, élément de R, nous avons cosinus θ qui est égal à S pour Iθ plus S pour moins Iθ divisé par 2. Et en fait, c'est cette formule vraiment qui nous permet de dire que trigonométrique et exponentielle sont cousins, parce que quand on quitte des trigonométriques, on dit que cosinus θ plus I sinus θ est égal à E I θ. C'est vraiment Euler qui nous permet de dire ça. Donc, c'est grâce à la formule d'Euler en fait qu'on peut dire ça. Et sinus θ est égal à S pour Iθ moins S pour moins Iθ divisé par 2i. Donc ça, c'est la formule d'Euler. La deuxième formule qui concerne la linéarisation s'appelle la formule de Moivre. C'est un peu comme la formule d'Euler, mais ça va au-delà de la formule d'Euler. C'est vraiment une généralisation au fait de la formule d'Euler. Et avec cette formule, on a pour tout θ, élément de R, et pour tout n, élément de Z, on a cosinus θ plus I sinus θ puissance n est égal à cosinus n θ plus I sinus n θ. Et sous forme exponentielle, ça revient à dire que S pour Iθ puissance n est égal à S pour I n θ. Là, c'est la formule de Moivre. Et là, ça met fin cette capsule sur le premier module des nombres complexes. Et on aura une autre capsule qui sera essentiellement sur des exemples, des exercices d'application sur cette première partie.